Bonjour. Donc là, je lance. Comment ça se passe pour le slide? On va te... D'accord, ok. Merci Vincent. Je suis particulièrement honorée d'être ici à l'invitation de Vincent Gautret, que je connais depuis longtemps, et de revenir à Montréal où j'ai eu le plaisir d'être professeur invité il y a 10 ans déjà. C'est toujours un plaisir d'être ici, même si je tempère un tout petit peu mon enthousiasme eu égard à l'exercice auquel j'ai été soumise, c'est-à-dire un exercice de prospective juridique sur 10, 20 ou 30 ans, rien de moins, voilà. J'en suis néanmoins ravie, et même si mon intervention sera nécessairement un peu... de l'ordre du saupoudrage, parce que les hypothèses d'évolution sont tellement importantes qu'on ne peut pas toutes les approfondir. J'ai eu quand même une certaine jouissance intellectuelle à me livrer à cet exercice de spéculation. J'espère que vous pourrez le partager, ce plaisir, même si, pour rebondir sur ce qui a été précisément dit, la prospective est un art difficile. Il s'avère que j'ai eu déjà l'occasion de me projeter dans un tel exercice, puisqu'en France, on aime bien la planification. Et il y avait, encore il y a un certain temps, un commissariat général au plan qui était donc chargé de déterminer quel était l'avenir, le futur dans tous les domaines. Et quand ce commissariat au plan existait encore, maintenant il s'appelle autrement, il avait lancé en 2003 une réflexion prospective sur l'avenir de la propriété intellectuelle d'ici 2020. Alors je me suis dit, et j'ai eu la chance de participer à ce groupe de travail qui s'appelait Pieta entre 2003 et 2006, et je me suis dit, mais voyons voir si puisqu'on est en 2019, est-ce qu'on s'était trompé, est-ce qu'on avait vu les évolutions d'aujourd'hui, et est-ce que finalement je peux peut-être recycler un certain nombre des éléments de prospective qu'on avait évoqués à cette occasion. Et je dois vous dire que ce travail très substantiel, alors c'était sur l'ensemble de la propriété intellectuelle, plus de 250 pages, eh bien est assez obsolète en réalité. Si vous, alors c'est à peu près illisible, mais si vous regardez, c'est un tableau dans lequel il y avait un certain nombre d'hypothèses et de scénarios. Alors on parlait de dérives, de turbulences, d'indifférence, de différents scénarios sur les évolutions potentielles de la propriété intellectuelle au niveau mondial, régional, multilatéral. Et en ayant parcouru le travail, je me suis dit, finalement, je ne peux pas me resservir de grand-chose, si ce n'est peut-être la méthode des scénarios, des scénarii, c'est-à-dire revenir sur le présupposé méthodologique de ce commissariat au plan pour s'en servir pour l'exercice qui m'est demandé aujourd'hui, à savoir finalement partir de l'existant et puis étendre les hypothèses de l'existant en croisant un certain nombre de paramètres pour créer des hypothèses. Donc c'est un peu cette méthodologie-là, reprise du travail au sein du commissariat au plan que je vous propose. Et je vous propose en fait d'envisager deux hypothèses d'extension, c'est-à-dire les extensions qui seraient occasionnées par des évolutions, alors j'ai appelé ça factuelles, c'est-à-dire des évolutions d'ordre extérieur à la norme juridique, des évolutions dictées par, évidemment, la technique, par les usages, par la sociologie, et puis des évolutions qui sont purement normatives, qui sont plutôt des tendances au sein même du droit, qui sont appuyées par les spécialistes du droit dans le domaine, les titulaires, etc., etc. Donc, je vous propose de lister finalement ces différentes hypothèses avec ces deux grands mécanismes de scénario, on dit plutôt scénario, mais c'est toujours un petit peu compliqué. Alors, la première hypothèse factuelle, c'est celle de la disparition des acteurs traditionnels de la chaîne de création à la production. Et on peut lister cette hypothèse de disparition ou d'évolution nette
à la fois chez l'auteur, chez l'artiste-interprète, chez l'éditeur-producteur ou auprès des sociétés de gestion collective. Évidemment, ça nous oblige à nous interroger sur si ces évolutions interviennent, quelles nouvelles formes de titularité qui pourraient venir suppléer, modifier, complémenter, compléter ces difficultés. Alors je reviens, comment est-ce qu'on fait pour revenir sur le slide en arrière? Je reviens sur le slide arrière, notamment pour commencer à décliner cette première hypothèse de la disparition de l'auteur, mais je pense qu'une des intervenantes va un petit peu insister sur ce point, donc j'essaierai de passer rapidement sur cette hypothèse, mais ça fait longtemps déjà qu'on annonce la mort de l'auteur en littérature, en philosophie. Barthes et Foucault, dans les années 60, annonçaient déjà la mort de l'auteur, la naissance du lecteur doit se payer de la mort de l'auteur, et finalement, est-ce que ça n'est pas rien d'autre que le prolongement de ce présupposé, de ce parti pris littéraire et philosophique auquel on assiste aujourd'hui, avec cette intersection avec évidemment l'intelligence artificielle. Cette hypothèse d'une œuvre sans maître, sans auteur, elle est également déclinée en matière artistique à travers le courant appropriationniste. On voit aujourd'hui un certain nombre d'auteurs, et d'auteurs extrêmement réputés, connus, bancables, qui gagnent beaucoup d'argent, s'appuyer sur l'idée que finalement tout est à tout le monde, que la création n'existe pas pour s'approprier, sans forcément d'ailleurs modifier quoi que ce soit, l'œuvre d'autrui. Et on pense évidemment à Richard Prince, qui est un peu le parangon de ce mouvement aujourd'hui et qui donne lieu à de nombreux contentieux parce qu'il intervient à plusieurs reprises dans ce cadre. Et là, le slide, c'est une exposition, alors avec une mise en abîme assez intéressante, puisque Prince Richard Prince, pas Prince malheureusement, qui est mort, et moi je m'en remets pas personnellement, avait fait une exposition à partir de tirages de photos d'Instagram. Et alors, évidemment, il n'avait pas demandé l'autorisation ni du photographe, ni des gens sur le compte Instagram, mais par une espèce de retour assez intéressant autour du contentieux, la notoriété de l'auteur initial a été réactivée, ce qui a permis à cet auteur d'être plus visible. Donc il y a un effet assez intéressant de voir dans quelle mesure cette récupération, cette appropriation va créer finalement du buzz autour de l'auteur initial qui n'aurait probablement pas vu ces œuvres aussi exposées si elles n'avaient pas elles-mêmes été appropriées par Prince sans avoir évidemment demandé son autorisation. Alors évidemment, le croisement avec l'intelligence artificielle, je vous ai pas mis le fameux truc de Rembrandt qu'on voit partout, j'en avais marre. C'est une œuvre à partir d'une autre œuvre. Là, on n'est pas sur une création pure, on est sur une création qui a été développée à partir d'une pochette célèbre de Nirvana. Deep Dream and Inceptionist, l'idée, c'est véritablement, est-ce qu'on est dans de la prospective, est-ce qu'on est dans de la réalité, est-ce qu'on est dans quelque chose qui va advenir, ou est-ce qu'on est dans le fantasme de la technologie et du passage à l'intelligence artificielle totale. Donc, on est tous très aguerris, j'imagine, à propos de cette hypothèse de l'intervention de la singularité, c'est-à-dire du moment où l'intelligence artificielle deviendra complètement autonome et se détachera complètement, la créature va se détacher de son créateur. Et évidemment, c'est un petit peu dans cette hypothèse-là aujourd'hui que je me situe, puisque si on parle d'intelligence artificielle au service d'une création actuelle, comme c'est le cas beaucoup dans la presse. La presse aujourd'hui utilise beaucoup de logiciels d'intelligence artificielle pour générer des articles ou en tout cas un certain nombre d'éléments d'information.
Là, c'est véritablement d'aller plus loin, c'est-à-dire la machine auto-apprenante, la machine qui serait l'auteur à part entière. Alors, est-ce qu'il est raisonnable, est-ce qu'il est possible, première question, est-ce qu'il est raisonnable de penser une attribution d'un droit d'auteur à une intelligence artificielle qui n'est rien d'autre qu'une machine, évidemment. C'est juridiquement possible parce qu'on peut très bien créer une fiction juridique, on crée des personnes morales pour les sociétés, on peut très bien créer une personne morale pour une machine. Rien ne l'empêche en théorie. Mais la question, c'est est-ce que c'est souhaitable? Et là, je vous laisse découvrir un aphorisme d'Alan Turing, dont vous savez qu'il est le père de l'intelligence artificielle, qui vous montrera l'état de circonspection, si je puis dire, dans lequel me plonge cette hypothèse de l'intelligence artificielle totale. Alors, cette intelligence artificielle totale, si on décline l'hypothèse, ce serait de dire est-ce que ça a du sens, par exemple, hypothèse la plus radicale, d'attribuer à une machine, à une intelligence artificielle, un droit moral. Voilà. C'est le truc le plus disruptif qu'on puisse imaginer. Est-ce que ça a du sens d'attribuer un droit moral à une personne qui est une fiction et qui est elle-même une fiction juridique attribuée à une machine? On voit bien qu'ici, on est très loin de l'hypothèse du droit moral tel qu'on l'envisage, notamment dans le pays d'où je viens, qui est très ancrée sur l'idée de la personne, de l'auteur, de l'esprit, de l'individu. Alors, ce n'est pas inenvisageable, mais forcément, il y aurait un changement de nature. C'est-à-dire que le droit, notamment le droit d'attribution ou le droit de paternité, eh bien, il n'aurait pas la même fonction, puisqu'il n'aurait pas cette fonction de reconnaissance de l'individu, mais il aurait par contre une fonction d'identification de l'origine de l'œuvre à la manière d'un signe distinctif, comme une marque en réalité. Et pourquoi pas envisager un droit d'attribution qui aurait cette garantie d'origine, comme nous l'avons en droit des marques. Et puis, pour ce qui est de l'intégrité, là aussi, on pourrait dire qu'il y a un intérêt public, un intérêt d'ordre patrimonial, au sens conservation de l'histoire de la création, d'avoir une trace de l'œuvre telle qu'elle a été conçue par l'intelligence artificielle à un temps donné et de pouvoir conserver cette trace dans son intégrité. Pourquoi pas, là aussi, ça n'est pas complètement absurde. Alors on voit que cette hypothèse pourrait éventuellement être déclinée. En revanche, si on continue à décliner l'hypothèse, est-ce que ça a un sens de confier à une intelligence artificielle un droit exclusif, c'est-à-dire un droit de négocier quoi avec qui, une augmentation de la rémunération, la possibilité de se réserver des marchés. Et là, évidemment, ça devient un peu plus compliqué de se dire est-ce que ça a un sens qu'une machine puisse se réserver un marché versus l'intérêt public qu'il y a à accéder à l'œuvre, par exemple. Et là, on peut se dire, finalement, est-ce que ça n'existe pas déjà des œuvres dans lesquelles on n'identifie pas l'auteur, mais auquel on attribue quand même un droit exclusif ou un ersatz de droit exclusif? Là, en Europe, on a un régime de l'œuvre orpheline, qui est une œuvre dont on ne sait pas finalement qui est l'auteur, mais on va quand même faire jouer un ersatz de droit exclusif via une gestion collective obligatoire. C'est envisageable, pourquoi pas envisageable? La question, c'est aussi de savoir, est-ce que c'est légitime qu'une intelligence artificielle se voit dotée d'une redevance de rémunération? Est-ce qu'on a un intérêt, là aussi, à ce qu'une machine s'enrichisse à raison de l'exploitation des droits d'auteur qui seraient générés par sa création? Et là, j'avoue que moi, j'ai un peu du mal à voir l'intérêt, même si on peut imaginer qu'il y a un intérêt parce que cette intelligence artificielle génère des choses qui sont très bancables. Et je me dis qu'on peut réintroduire l'intérêt public à travers une logique qui serait que ces sommes, en tout ou partie, pourraient être redistribuées à la communauté des auteurs via des mécanismes tels que les mécanismes des irrépartissables que nous connaissons aussi en gestion collective. Lorsque on n'arrive pas à répartir une somme, il y a une partie de cette somme ou tout ou partie de cette somme qui est attribuée par les sociétés de gestion collective à des actions d'intérêt public ou d'intérêt de la collectivité des auteurs pour financer des festivals, la solidarité envers les auteurs âgés, etc., etc. Donc voilà,
voilà, si on pousse l'hypothèse, elle n'est pas complètement absurde, mais probablement, évidemment, elle conduit à amender, en fait, le droit d'auteur dans son fonctionnement, habituel. À telle enseigne, j'ai été très frappée, il n'y a pas longtemps une exposition au Grand Palais à Paris sur l'intelligence artificielle. Vous voyez ici, ces colonnes ont été conçues par une intelligence artificielle et découpées dans du carton. Si on regarde de très près, ce sont des petites lamelles de carton qui sont empilées les unes sur les autres. Et c'est très beau. Ça n'a pas été conçu par un homme, mais évidemment le programme a été conçu par un homme. Et ce qui est intéressant, c'est quand même dans l'iconographie de cette œuvre, eh bien, on voit quand même apparaître le nom de l'auteur du programme qui a généré l'œuvre. Et donc on voit bien que le détachement avec l'individu qui est à l'origine du programme est loin d'être passé dans les mœurs. On n'a pas attribué à une machine, mais bien à un individu. Passons maintenant à l'hypothèse de l'artiste, la disparition ou l'évolution de l'artiste. Ce qui est très tendance en ce moment, c'est les shows d'hologrammes d'artistes morts. Ça marche bizarrement un peu, parce que les gens sont très partagés sur cette expérience. D'un côté, ça les émeut beaucoup, manifestement, mais de l'autre côté, ça les trouble parce qu'ils voient quelque chose qui ressemble à un fantôme. Et se dégage manifestement aussi une impression de malaise. Alors, je vous annonce que Amy Winehouse sera en tournée cette année, Glenn Gould aussi, mais évidemment sous forme holographique. Alors, qu'est-ce que ça occasionne, ce phénomène? Est-ce qu'on peut se dire, finalement, l'avenir sera à l'artiste virtuel? Et alors, cet artiste virtuel, est-ce qu'il est constitué à partir d'un artiste existant ou est-ce qu'on le constitue de toutes pièces? Il y a les deux hypothèses, on peut décliner les deux hypothèses. L'artiste recrée à partir d'un artiste existant, mort ou vivant. Et ça pose la question de savoir si aujourd'hui l'artiste-interprète pourrait, vivant, ou mort, ou les ayants droit de l'artiste mort, peuvent s'opposer à la reconstitution de cet artefact. Et alors, pour moi, c'est pas du tout évident, en l'état actuel du droit, que le droit voisin de l'artiste-interprète permette à l'artiste-interprète de s'opposer à cela. Peut-être le droit de la personnalité, tant que l'artiste est vivant, parce qu'on va reprendre ses attributs, la voix, l'image, etc. Mais finalement, l'artiste-interprète n'est protégé que dans sa prestation, non pas dans sa personnalité, non pas dans son individualité. Et si on reconstitue, ce qui est par exemple le cas pour Glenn Gould apparemment, ou Roy Orbison, ils avaient fait ça aussi, à partir de l'image de l'artiste défunt, mais appliquée à des comportements d'un comédien qui avait été capté pour les besoins de l'histoire, eh bien, on se rend compte qu'en fait, on pourrait faire totalement évoluer ce personnage pour lui faire faire ou dire ou chanter d'autres choses que ce qu'il n'a jamais interprété. Et là, eh bien, le droit de l'artiste-interprète, je ne suis pas du tout sûre, je suis même presque sûre de l'inverse, qu'il pourrait avoir vocation à contrôler ce type d'exploitation s'il n'y a pas reprise d'une œuvre ou d'une prestation qui a déjà été fixée. On peut penser de ce point de vue-là à la liberté de manœuvre qu'ont les imitateurs quand ils reprennent la voix d'un chanteur, par exemple, mais pour chanter autre chose que ce que ce chanteur a chanté. À mon sens, ça ne rentre pas forcément dans le périmètre du droit exclusif de l'artiste-interprète. Ce qui veut dire que l'artiste-interprète réel ne pourrait pas s'opposer à ce qu'on recrée un artefact de lui-même. Alors, si cette fois on décline l'hypothèse pour un artiste-interprète virtuel qu'on pourrait constituer au regard, par exemple, de préférences du marché qu'on aurait collecté. La personne aurait telle mensuration, elle aurait tel type de voix, parce que des sondages ont permis de caractériser que pour ce type d'emploi, ce serait bien d'avoir une femme très belle, avec des yeux très grands, etc. On va constituer un personnage, en réalité, qui serait un artiste-interprète qu'on pourrait décliner et dont on pourrait assurer la pérennité dans différentes manifestations
manifestation. Et là, en fait, l'artiste-interprète devient une œuvre, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est une création, c'est un personnage. Et ici, on pourrait avoir une revendication d'un droit d'auteur sur ce personnage créé, alors que, paradoxalement, dans ce que je viens de vous dire, c'est que l'artiste réel, lui, n'aurait pas de vocation à contrôler sa propre image. Donc ici, si on décline cette hypothèse, on arrive à des choses qui sont un petit peu complexes. La question que je me pose, c'est est-ce qu'on est l'interprète d'un soi-œuvre ? Est-ce que finalement, on pourrait considérer qu'on est soi-même une œuvre ? Et Éric Emmanuel Schmitt avait écrit un petit bouquin délicieux sur cette hypothèse où il était où le personnage principal était une œuvre d'art. Et là, vous voyez cet artiste que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Orlan, qui depuis longtemps travaille sur les scarifications, les modifications d'elle-même. Elle a décidé d'être elle-même et de faire de son corps une œuvre d'art. Et là, dans l'exposition que j'évoquais sur l'intelligence artificielle, elle a créé un robot d'elle-même avec lequel elle dialogue. Et c'est effectivement très troublant de savoir si finalement on peut construire soi en tant qu'œuvre. Et ça pose évidemment cette difficulté de la suppression des frontières entre l'auteur, l'artiste et de la disparition de ces frontières traditionnelles. Alors sur le déclin du rôle des auxiliaires de la création, j'irai assez rapidement parce que je crois qu'ici je ne suis pas la spécialiste, mais bien sûr on peut envisager plusieurs hypothèses liées à, encore une fois, l'extension de phénomènes comme la multiplication de l'autoproduction ou de l'auto-édition. On voit que de plus en plus de personnes se passent finalement des services des financiers ou des personnes qui avaient pour mission jusqu'à présent de procéder à une sélection et à une mise en lumière et à un accompagnement des auteurs pour exposer leur travail. On voit par exemple qu'aujourd'hui, l'édition musicale telle qu'elle a été conçue au XIXe siècle pour financer le travail de réalisation de partitions, par exemple, n'a plus beaucoup de sens. Alors évidemment, l'éditeur musical il fait autre chose aujourd'hui, mais est-ce que ça justifie qu'on lui reconnaisse le rôle prépondérant qu'il a encore dans la négociation contractuelle, voire dans les droits qui lui sont attribués, voire dans la gouvernance de certaines sociétés de gestion collective, si finalement son rôle n'est plus aussi essentiel. Sur l'édition littéraire, là aussi, lorsqu'il y a une auto-édition et que finalement cette auto-édition va conduire à une exposition d'un ensemble d'œuvres un petit peu de toute nature, puisqu'il n'y aura pas eu une présélection par l'éditeur, d'accord ? Donc finalement tout le monde va pouvoir publier. Et l'enjeu ne va pas être sur la sélection en amont, mais sur la visibilité aval. L'attention va se manifester en aval de la publication. Et tout l'enjeu va être d'être bien placé dans les rankings, sur les plateformes. Finalement, ce travail de sélection, il ne va pas se faire ex ante, il va se faire ex post. Et le travail d'attention va être fait par un système de ranking créé par une combinaison qui est le travail algorithmique que font les plateformes et aussi la récolte de données à caractère personnel qui sont faites par les utilisateurs et qui vont pouvoir faire remonter l'intérêt de la publication à travers leurs préférences. Et donc là, il y a un changement de nature très important du rôle de ces intermédiaires qui peut conduire purement et simplement à leur disparition ou qui interroge sur la justification de la conservation des droits voisins dont ils peuvent faire état ou qu'ils peuvent faire valoir. Bien sûr, cette question se pose de savoir si finalement on ne doit pas alors remplacer ces anciens auxiliaires de la création par les nouveaux auxiliaires de la création et par des services qui mettent à disposition des instruments de sélection ou de visibilité de l'existant. Là, je vous montre quelque chose toujours sur est-ce qu'on est une œuvre en soi, hein, je décline un peu cette hypothèse. Ce service proposé par Google qui s'appelle Google Art Selfie, où vous faites un selfie et puis Google va chercher parmi les œuvres à disposition dans sa base de données ce qui vous ressemble le plus. Et c'est vrai que Trump ressemble pas mal à un Botero, j'avais jamais...
Je pense que c'est un Botero, je ne suis pas sûre que c'est un Botero, ça a l'air d'être un Botero. Alors, évidemment, se pose la question de savoir si ces intermédiaires doivent complètement prendre une place à part entière en tant qu'éditeurs dans la chaîne de responsabilité et dans la chaîne de droit. Là aussi, je ne développe pas. C'est évidemment une question qui est au cœur de la réflexion en ce moment en Europe avec le fameux article 13 ou peut-être article 13 posthume, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va devenir cet article 13 de la proposition de directive droit d'auteur dans le marché unique numérique, hein, qui est un peu au point mort, on va dire, dans la négociation. Je laisse évidemment un temps de la discussion pour rebondir sur cette question qui est une question très importante et qui pose aussi la question du rôle des plateformes de façon générale, mais aussi des réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut envisager, par exemple, que Facebook soit considéré comme un éditeur, sachant que quand vous concluez les conditions générales d'utilisation avec Facebook, vous consentez une licence non exclusive, permanente, et transférable de vos droits à Facebook. Donc pour l'instant, c'est vrai que Facebook ne fait pas grand-chose avec les droits d'auteur dont il dispose, mais il pourrait très bien utiliser ce patrimoine dont il s'est fait attribuer les droits pour éditer. Et dans ce cas-là, est-ce que ce ne serait pas intéressant d'envisager que Facebook est un éditeur dès lors qu'il utilise les droits d'auteur qui se fait céder par les utilisateurs. Donc vous voyez que les hypothèses sont multiples. Pour ce qui est de la gestion collective, là aussi, je ne développe pas parce qu'il y a énormément de réflexions autour de est-ce qu'il n'est pas temps de remplacer les sociétés de gestion collective par une combinaison smart contract, blockchain. À mon sens, il y a beaucoup de fantasmes aujourd'hui sur cette hypothèse-là. Je sais que les sociétés de gestion collective, évidemment, se sont emparées elles-mêmes de cette problématique parce qu'elles ne veulent pas se faire court-circuiter. Et le travail est gigantesque. Et vous savez tous pourquoi. C'est qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air d'avoir une information de qualité à un temps T. Parce que la titularité des droits, ça bouge tout le temps. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui se marient, il y a des gens qui divorcent, etc., etc. Et donc avoir une base de données en temps réel permettant de savoir à qui vont les droits et ça d'un point de vue international avec des règles de droit international privé, c'est finalement très compliqué. Et la blockchain ne va pas résoudre cette complexité parce que ça suppose d'incorporer des éléments extérieurs qui, à mon sens, sont très complexes. À supposer néanmoins, puisque sky's the limit, 30 ans, donc dans 30 ans, la blockchain, ça va être hyper efficace, à supposer que ce soit extrêmement efficient, ça me pose quand même à moi un vrai problème, qui est que on rentre dans ce phénomène de l'hyper-individualisme et qu'on nie complètement la dimension collective et mutualiste du travail des sociétés de gestion collective. Parce qu'une société de gestion collective, certes, c'est un organe de répartition et de collecte, mais c'est aussi un organe qui défend les droits de façon collective, qui, d'un point de vue lobbying, mais aussi en justice, c'est une institution qui crée de la solidarité entre les auteurs les plus riches et les auteurs les moins riches, en ayant des règles de répartition qui permettent un minimum d'équilibre, qui aident les auteurs retraités nécessiteux, etc., etc. Et donc, il y a une dimension à la fois syndicale, à la fois solidaire des sociétés de gestion collective, qui est parfois annexe, qui parfois est très importante pour certains, et qui serait évidemment complètement écartée de ce travail de répartition très fine et très efficace, mais complètement individualiste. Donc on sortirait forcément du système. Alors, j'accélère. Apparition de nouveaux objets de protection. Donc, corrélativement à cette disparition ou à cette évolution des acteurs, on voit apparaître des nouveaux objets de protection. Et aujourd'hui, la data est en train de supplanter la notion d'œuvre ou de la changer en profondeur. Je viens de faire avec Célia Zolinsky et Laurent Sitterman un travail au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire artistique auquel j'appartiens sur les chevauchements, les entrelacs entre la notion d'œuvre, de contenu numérique et de données.
Et on voit fleurir dans de nombreux textes une espèce d'approche globalisante où l'œuvre n'est rien d'autre qu'une déclinaison de certains contenus numériques ou de certaines datas. Je pense par exemple à tous les textes sur le géoblocking, aux textes sur les données d'intérêt général, aux textes sur la portabilité, etc., où on voit, sur la fourniture de contenu numérique, où on voit qu'en fait, les œuvres, les créations deviennent des sous-ensembles de la data. Et donc, le régime juridique qui aura vocation à prévaloir, c'est celui de la data plutôt que celui de l'œuvre. Et évidemment, ça pose la question de savoir si on doit continuer ce mouvement d'expansion de la propriété intellectuelle que Vincent évoquait tout à l'heure pour couvrir d'autres choses que ce qui est jusqu'à présent des œuvres, mais aussi des datas, des données ou des choses qui sont des œuvres, infra-œuvres, para-œuvres. Alors, c'est là qu'on lance le truc, c'est la question de la slow TV. Il y a un succès très important en ce moment des vidéos de feu. De feu de cheminée. Ça marche très très bien. Ça marche très bien depuis assez longtemps. Observe attentivement la vidéo diffusée en 1966. On se rend compte. Ah, on se rend compte. Il n'y a plus de son. Mais on se rend compte qu'en fait, ici, le feu que vous voyez, c'est un feu qui, en fait, dure 7 secondes et qui est réactivé toutes les 7 secondes comme un sorte de gif animé et que les 2 heures ne sont en réalité qu'une répétition de boucles de 7 secondes d'image. Donc voilà, typiquement, est-ce que... Alors ça, on arrête, je ne sais pas ce qui se passe après. On arrête tout. Il faut revenir au slide. Là, on est face à un objet qui interpelle un tout petit peu. Est-ce que ça, c'est protégé par le droit d'auteur? Est-ce que ça a vocation à faire l'objet d'une couverture, d'un droit exclusif, d'une protection? Là, je vous ai mis une capture d'écran du site Twitch, qui est un site sur lequel sont reproduits des matchs, des parties de jeux vidéo, qui ont beaucoup de succès. Et puis, évidemment, ça pose le problème du statut de tous ces objets, des jeux vidéo. Et aujourd'hui, le montant très important des droits médias sur les retransmissions de jeux vidéo, 167 millions de dollars cette année, 72% d'augmentation en un an, montre qu'il y a un marché. Alors il y a un marché, est-ce que ça veut dire que pour autant il faut qu'il y ait un droit de propriété intellectuelle? C'est une vraie question. Quels sont les statuts ou quels seront les statuts à l'avenir des user-generated content, des tutoriels, un tutoriel avec un blogueur, le fait qu'on vous explique comment mettre du rouge à lèvres sur une blogueuse de mode, est-ce que tout ça, qui crée de l'attention, qui crée un marché sur lequel il y a des mécanismes de rémunération sur YouTube, est-ce que tout ça, ça vaut quelque chose du point de vue du droit d'auteur? Est-ce que ça devrait être protégé par le droit d'auteur? Est-ce que les mêmes sont protégeables par le droit d'auteur? J'adore cette petite chose. Alors, ça pose évidemment des problèmes très importants sur, finalement, est-ce qu'un travailleur du clic, est-ce que quelqu'un qui exerce aujourd'hui une activité comme jouer un jeu pour créer de la valeur à l'intérieur d'une partie et pouvoir céder la place qu'on a acquise au sein d'une partie de jeu vidéo, est-ce que ça, c'est une trajectoire de jeu? Est-ce que c'est protégeable? Est-ce que ça devrait être protégeable? Est-ce que cette rémunération-là, elle se fait sous forme de salaire? Est-ce qu'elle devrait se faire sous forme d'une propriété intellectuelle? Il y a des gens qui aujourd'hui disent que ça doit être de la propriété intellectuelle, d'autres qui disent non, pas du tout, il faut au contraire considérer le statut du travailleur du clic comme celui d'une personne dans un état de subordination et d'assujettissement, et non pas du tout dans un état d'autonomie qui est celui dans lequel a été pensé le droit d'auteur, qui est celui de quelqu'un qui est maître de sa création. Là, évidemment, il n'y a pas de maîtrise de la création de ces travailleurs du clic. Il n'y a pas d'originalité véritablement dans la démarche. Il n'y a pas de capacité de faire des choix libres et créatifs, de mon point de vue, mais évidemment, tout ça pourrait être abondamment discuté. La question rebondit sur
la propriété des données, mais ça je sais que vous en avez déjà parlé dans d'autres cénacles, et le débat fait rage aujourd'hui sur est-ce qu'il faut finalement créer un droit de propriété intellectuelle sur les données à caractère non personnel. On sait qu'il y a eu une grosse tension en Europe de ce point de vue-là, puisque les constructeurs automobiles allemands ont beaucoup lobbyé en faveur de l'adoption d'un règlement sur la protection ou sur la propriété des données à caractère non personnel. D'autres sont très hostiles. C'est assez, mon point de vue est plutôt celui de l'hostilité, parce que si on ouvre la catégorie de façon trop large, eh bien finalement tout devient propriété et plus personne ne peut rien faire. Autre tendance sur l'évolution des œuvres, et là je vais aller très rapidement parce que mon temps commence à... Ouais, je sais. Mais si je vous ennuie, je peux arrêter même tout de suite. Je fais du chantage affectif, c'est ma spécialité. C'est les œuvres co-construites. On est dans une... Toujours pareil, avec cette hypertrophie de l'individualisme, tout le monde a voix au chapitre, tout le monde veut être là, tout le monde veut être exposé, tout le monde veut être créateur. Et on voit cette tendance à se manifester, y compris dans une nouvelle catégorie de gens qui sont des consommateurs, des consommateurs, à travers toute la stratégie de personnalisation, de customisation. Je peux acheter des choses, mais je vais choisir la couleur, mais je vais choisir de mettre sur la poche un petit logo. Et jusqu'où est-ce que finalement ce type d'intrusion du consommateur à l'intérieur de la définition du produit dont il veut être le récipiendaire, l'instaure comme auteur? Est-ce que cette interactivité, entre guillemets, permet d'envisager des hypothèses de cotitularité, voire considérer que celui qui fournit le matériau brut à l'intérieur duquel la combinatoire va être réalisée par l'utilisateur, eh bien, c'est pas lui l'auteur, mais c'est bien celui qui va réaliser le produit et customiser et créer finalement une œuvre à part entière, une œuvre totalement personnalisable et personnalisée. La question est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait reconnaître un statut d'auteur à cette personne? Alors, pourquoi pas, du point de vue de la création, du point de vue d'un degré d'originalité qui ne serait pas très exigeant, mais qui pourrait tout à fait convenir, notamment dans les systèmes anglo-saxons. Pour quel marché, en réalité? La grosse question, c'est si finalement le propos, c'est que je me fasse une œuvre personnelle pour moi tout seul, mais ça ne va pas du tout dans la logique du droit d'auteur qui, elle, est une logique où je capte une diffusion de masse. Pourquoi est-ce qu'on fait du droit d'auteur? C'est parce qu'on veut précisément créer la possibilité de contrôler un marché de masse, un marché de communication publique. Mais si finalement je suis dans une création de quelque chose qui m'appartient et que je veux propre, est-ce que j'ai des opportunités d'exploitation de masse de quelque chose que j'ai fait pour moi, pour soi? C'est une vraie question, et évidemment ça pose la question de la limite de cette... Alors si c'est Kim Kardashian, peut-être que oui, il y a un marché. Voilà. Évidemment, ça passe par la question de l'intelligence artificielle qui pourrait venir se greffer dans cette réflexion. La question, c'est la co-création. La co-création, est-ce qu'elle se fait de façon volontaire, comme dans l'hypothèse que j'ai évoquée, ou est-ce qu'elle se fait de façon subreptice, à savoir, je vous crée quelque chose pour vos besoins, parce que je sais, à l'occasion des navigations que vous avez faites, ou de l'utilisation du service que vous opérez, que finalement, c'est ça qui vous conviendra, et donc je crée là aussi une œuvre ad hoc, une œuvre pour vous, en fonction de vos données à caractère personnel. Et là, évidemment, il y a justement un de ces entre-là, un de ces chevauchements entre droit d'auteur et données à caractère personnel. Est-ce qu'on peut considérer dans une fantasmagorie qu'une œuvre qui aurait été dessinée par un service à raison des données personnelles qu'il dispose sur vous, est-ce que cette œuvre est une donnée à caractère indirectement personnel? Et est-ce qu'elle doit répondre au régime des œuvres, des données à caractère personnel? Ce sont des questions qu'on peut se poser.
Par exemple, sur la playlist. Est-ce que si je fais une playlist ou est-ce que on me fait des playlists sur mon service, est-ce que j'ai une propriété intellectuelle sur cette playlist? Est-ce que je peux utiliser cette playlist ailleurs que dans le service dans lequel cette playlist a été développée et arguer, par exemple, de la portabilité de mes données à caractère personnel pour utiliser ces playlists. Alors, je dois conclure, c'est terrible parce que je n'ai même pas fini la première partie. Donc, sur les modes de distribution, évidemment, il y a aussi une évolution, l'évolution 3D qui va également dans ce sens de l'individualisation et de la production personnelle de l'œuvre et qui prolonge, entre guillemets, cette discussion sur l'individualisation de la création. Il y a également l'évolution du modèle de la distribution, là ça va un peu trop vite quand même, de la distribution, j'ai appelé ça WAS, c'est-à-dire Work as a Service, c'est-à-dire l'œuvre est de moins en moins distribuée en tant que telle, mais comme faisant partie d'un abonnement, comme faisant partie d'un ensemble dans lequel elle s'incorpore. Là, je veux quand même une seconde parce que c'est un vrai travail, c'est une vraie réflexion que je veux partager avec vous sur comment. Où est-ce que j'en suis là? Je suis perdue. Je suis allée dans l'autre sens. Voilà. Sur l'entrecroisement du big data et du droit d'auteur, juste un élément de réflexion que je veux partager avec vous, c'est que l'œuvre, aujourd'hui, envisagée dans un set de données, elle perd son intérêt en tant que telle. Elle est un élément elle est une information à l'intérieur d'un ensemble plus grand dont la valeur est finalement le traitement d'ensemble. Et ça, le droit d'auteur a du mal à l'appréhender, même si on a l'habitude en gestion collective de traiter des répertoires et donc une grosse quantité d'informations. Mais la façon dont on envisage la notion de répertoire en gestion collective aujourd'hui n'est pas du tout adéquate à l'utilisation des œuvres dans le big data. D'une part parce que l'utilisation de ces œuvres n'est pas forcément en tant que telle, mais juste parcellisée, des petits bouts d'informations. On va manger des petits morceaux de l'information. Et donc, est-ce que ici, finalement, payer un droit pour avoir accès à un répertoire alors qu'on n'utilise qu'une toute petite fraction de ce répertoire, est-ce que c'est en adéquation avec la possibilité économique de l'utilisateur? Et puis par ailleurs, l'intérêt du big data, c'est de croiser à travers un support de lecture unique, mais des données qui viennent de plein de secteurs différents. Or, aujourd'hui, l'organisation de la gestion collective, elle se fait par genre. Donc, vous avez la musique, vous avez, etc. Or, ce qu'il faudrait, c'est quelque chose qui serait transgenre, une gestion collective transgenre qui permettrait à l'utilisateur de pouvoir puiser dans un répertoire à la fois mondial et multiple du point de vue des différentes déclinaisons de création pour pouvoir faire les croisements nécessaires à créer de la valeur. Alors, je peux pas finir, je peux juste vous dire en une phrase que sur les tendances normatives, mais vous me poserez des questions tout à l'heure quand on aura des questions, sur les tendances normatives, dans le prolongement de ce qui a été dit tout à l'heure et de l'affadissement de la distinction entre auteur et artiste-interprète, peut-être qu'il faut repenser complètement cette distinction droit voisin. Je vais là, okay. Je vais ici. Sur les scénarios de rupture, parce que sur les scénarios de tension de l'existant, je reviendrai. Les droits voisins, aujourd'hui, il y a d'un côté l'auteur et de l'autre côté les droits voisins. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est plus une distinction qui est très efficiente au regard de ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce qui serait peut-être plus intéressant, c'est de réfléchir à est-ce qu'on crée un droit d'auteur pour l'humain et est-ce qu'on crée un droit d'auteur pour la personne morale. Et dans ce cas, évidemment, on va réfléchir à un régime juridique qui sera très différent parce que les intérêts qui seront véhiculés seront différents. Et puis, attendez, je vois plus rien, je suis complètement perdue. Alors il y a évidemment le problème de la territorialité. Pardon. Ça va être terrible au niveau des slides. Est-ce qu'il faut continuer à envisager le droit d'auteur sur une base territoriale ou est-ce qu'il faut envisager un droit d'auteur véritablement mondial parce que les utilisations et les usages sont mondiaux? Ça, c'est un vrai problème. Et enfin,
est-ce qu'il ne faut pas sortir de l'ornière individualiste dont je vous ai montré un peu les limites aujourd'hui, avec l'hypertrophie du moi, l'hypertrophie de l'individu, pour revenir sur du collectif et envisager finalement ce retour du collectif au sein du droit d'auteur à travers une résurgence des communs, de protéger des objets contre l'appropriation à travers une consécration du domaine public positif ou volontaire, d'envisager la gouvernance des communs de telle manière qu'en réalité, on recherche le profit collectif de la genèse et de la gestation et de l'exploitation des œuvres, et non pas nécessairement ce profit individuel qui, parfois, conduit à des impasses. Je pourrais développer, mais je n'ai plus le temps, et donc je suis muselée, et je ne peux pas terminer, mais tant pis. Merci beaucoup, et désolée d'avoir déjà bien dépassé mon temps de parole. Pardon.